Avancée critique du falsificationnisme naïf de Karl Popper. Il s'agit dans cette partie de savoir si Karl Popper a réussi à répondre aux objections auxquelles était confronté l'inductivisme. Vous vous souvenez, ces objections étaient au nombre de deux. La première quant au procédé logique utilisé, à savoir l'induction, qui n'était pas valide et qui n'était ni universelle ni nécessaire dans son résultat. La deuxième quant au statut de l'expérience et la capacité qu'elle avait à valider ou non une théorie. En utilisant une méthode purement hypothético-déductive, on peut dire que le falsificationnisme répond pleinement à l'objection du procédé logique. En effet, la déduction assure, logiquement du moins, la validité des énoncés tirés des hypothèses, et c'est bien universel et nécessaire. En ce sens, le falsificationnisme représente dans la compréhension de la méthodologie de la science un véritable progrès par rapport à l'inductivisme. Mais reste alors la deuxième objection, celle selon laquelle l'observation ne pouvait pas servir de critère absolu de vérité pour une théorie scientifique parce qu'il pouvait arriver que l'observation soit elle-même chargée de théories fausses qui venaient conduire à tirer des conclusions fausses d'une observation. Certes, le falsificationnisme montre qu'il n'est pas possible de connaître avec certitude la vérité d'une théorie scientifique. La seule chose que nous pourrions connaître avec certitude, c'est sa fausseté lorsqu'elle a été réfutée par l'observation ou l'expérimentation. Mais en réalité, cela reproduit le même problème, car si c'est l'expérience qui est capable de nous dire qu'une théorie est réfutée, donc fausse, cela signifie qu'on considère l'expérience comme toujours vraie, toujours pertinente, toujours juste. Or, c'est ce que nous avons vu être faux. Souvenez-vous de l'expérience entre le géocentrisme et l'héliocentrisme. Quand Copernic propose l'héliocentrisme, il se trouve en concurrence avec le géocentrisme antique de Ptolémée. À l'observation, une différence devrait permettre de discriminer les deux théories, l'observation de Vénus. En effet, dans l'héliocentrisme, la distance entre la Terre et Vénus varie considérablement, ce qui devrait avoir pour effet une différence d'observation. Or, à l'œil nu, seul instrument disponible à l'époque de Copernic, ça n'est pas le cas. Si on appliquait le critère de Popper, il faudrait alors dire que la théorie de Copernic est réfutée, est fausse, et préférer le géocentrisme. Autrement dit, nous voyons que la procédure de falsification proposée par Popper n'est pas toujours pertinente. En effet, elle repose sur le même présupposé que l'inductivisme à propos de l'expérience, celle-ci est toujours vraie, car c'est elle qui est le critère de validité de la théorie. Or, à travers cet exemple, nous voyons que ce n'est pas le cas. Mais en réalité, un des disciples de Popper, Irm Lakatos, montre que le problème est beaucoup plus profond. En effet, Lakatos constate une chose. Il faut approfondir notre compréhension des énoncés scientifiques. Ceux-ci ne sont pas uniquement universels et nécessaires, ils disent surtout une relation causale, une relation de cause à effet. Regardez, une loi scientifique est un rapport constant entre des données variables, E égale mc2. Mais cela signifie qu'il y a un rapport entre l'énergie et la masse, et que s'il y a un rapport entre l'énergie et la masse, la modification de la masse conduit à une modification de l'énergie. Ça, c'est un rapport causal. Mais qui dit rapport causal dit possibilité de cause perturbatrice. C'est exactement ce qu'il se passe dans la technique. Un avion est évidemment soumis à la gravité, et si la seule force qui s'exerce sur lui était la gravité, il tomberait comme n'importe quel autre objet. Simplement, grâce à ces moteurs, on applique à l'avion une autre force qui vient contrarier la gravité et lui permet ainsi de rester en l'air. Il y a une cause perturbatrice, c'est-à-dire il y a une force opposée qui fait que la gravitation ne s'exprime pas. Or, cela a une conséquence très importante pour la théorie scientifique dans son rapport à l'expérience. En effet, en cas d'anomalie, c'est-à-dire d'écart entre une prédiction issue de la théorie et une expérience, en cas d'anomalie, ce n'est pas nécessairement que la théorie est fausse ou l'observation mauvaise. Cela peut tout à fait être en raison d'une cause perturbatrice qui n'est pas encore connue. Il y a un exemple célèbre de cela dans l'histoire des sciences, c'est l'observation de la trajectoire d'Uranus. En effet, la trajectoire d'Uranus prédite par la théorie de Newton ne correspond absolument pas à la trajectoire réellement observée d'Uranus. Donc, si on était poppérien, il faudrait dire que la théorie de Newton est fausse. Pourtant, en 1846, un savant français, Leverrier, décide que ni l'observation n'est à remettre en cause, ni la théorie n'est à remettre en cause. En réalité,
Si Uranus ne se comporte pas exactement comme on l'avait prédit, c'est parce qu'il y a une cause perturbatrice encore inconnue. Autrement dit, une masse suffisamment importante qui vient dérégler, qui vient attirer Uranus dans certaines parties de sa course. Il calcule donc cette cause perturbatrice et ses données, sa masse, sa trajectoire, sa taille, etc. et propose une observation. Tous ces calculs sont évidemment faits à partir de la théorie de Newton. Cela a permis la découverte de Neptune. Imaginez alors la force de la théorie de Newton. Non seulement elle permet de rendre compte des faits observés, elle permet de comprendre la logique des relations entre les faits observés, mais plus encore, elle conduit à découvrir des faits que nous n'avions même pas imaginés, qui nous étaient inconnus. C'est la théorie qui étend notre champ d'observation. Autrement dit, heureusement que Le Verrier n'a pas considéré la course d'Uranus et cette anomalie comme étant falsifiante, réfutante, parce qu'il a montré que, loin de falsifier la théorie de Newton, elle vient bien plus la confirmer, parce que grâce au calcul, on peut découvrir une partie de la réalité que nous ne connaissions pas. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il sera toujours possible, en cas d'anomalie, de dire qu'une théorie n'est pas fausse, mais qu'il y a une cause perturbatrice inconnue. C'est très problématique, car alors à quel moment il faut dire qu'il y a une cause perturbatrice inconnue, et à quel moment il faut dire que la théorie est fausse? On le voit, le rapport dans l'anomalie d'une théorie à une expérience n'est pas concluant. Il n'y a aucune nécessité, dans cette anomalie, de dire que c'est la théorie qui est fausse.